fait, je définis le plan de début. Donc en fait, je peux zoomer là-dedans. Donc je prends le point le plus proche du sujet. Voilà, par exemple là. Et après, je détermine le point le plus loin. X-ray. Si je veux prendre jusqu'aux pattes. Voilà, ici c'est net. Donc là, je dis que c'est ici. Et après, je lance la prise de vue. Est-ce que tu peux avoir tout net? Ouais, je peux aller jusqu'à la queue, mais ça va me faire beaucoup de photos. Là, tu vois, déjà, avec la tête et les pattes, ça fait déjà 16 photos. Ah ouais. Et du coup, si je veux aller jusqu'à la queue, ça va me faire 50 photos, si tu veux. 50 photos, c'est-à-dire 50 prises de vue différentes? 50 prises de vue, et à chaque fois, du coup, il décale la mise au point. Donc au début, on est sur le visage, et tu vas voir, il va reculer petit à petit. Et là, on a pris, si tu veux, 1 centimètre. D'accord. Et on a déjà 16 photos. Et ensuite, il recompose, Voilà. les photos. Il les met l'une avec l'autre. C'est ça. Alors, je vais te montrer. Et je fais commencer. Tu vois, ça décale le focal. Et à la fin, ça calcule la netteté. Et toute la netteté, il met sur une image. Comme ça. Et du coup, ça donne l'image. Et en fait, cette image, on ne peut que fabriquer avec ce genre de système. Tu vois, si tu prends juste une photo macro d'un insecte, tu peux que avoir des bouts. Et tout ce qui... donc, on ne peut pas composer cette image-là sans cette machinerie. On peut aller vraiment très proche dans les images. J'avais fait des photos des yeux. Ah ouais, c'est magnifique. Toutes les facettes. Toutes les facettes des yeux. Et ça m'a fait penser à son travail sur Hooke, Robert Hooke, où justement, comment il faisait ses planches. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les deux cas, que ce soit chez Hooke au XVIIe ou chez toi au XXIe siècle, on ne peut pas avoir une image si on ne la compose pas, en fait, si on ne la construit pas, si on ne prend pas une série de prises, en fait. Et toi, tu as pris, je ne sais pas combien de prises tout à l'heure, 15 ? 15, oui. Et Hooke, quand il fait ses images, il explique qu'il est lui aussi obligé de retourner l'insecte sous toutes ses facettes. Et parfois, ça prend... en fait, parfois, il explique qu'il fait 20, 30, 40, 50 prises. Et d'ailleurs, la lame du microscope, c'est assez intéressant, on l'appelait the stage, la scène. La scène. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on met en scène l'insecte, on l'éclaire sous toutes ses facettes, mais on a en tout cas l'idée que pour construire une image de l'infiniment petit, on est obligé de composer, en fait, de le faire en plusieurs fois. Et ensuite de reconstituer une image. Toi, tu le fais avec le numérique, et lui, il le faisait à la main. En fait, moi, j'essaye de ne pas avoir de flou qui est propre au macro, parce qu'une fois que tu as éliminé tous les flous, eh ben, tu ne sais pas si cet insecte est grand ou petit. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme un Godzilla qui surgit. Ouais. Et tu ne sais pas si... voilà, quand tu vois cette image-là, peut-être il est énorme. Et ça, c'est parce que tu élimines les flous que ça donne cet effet-là? Ouais. Si tu as le flou, c'est la photographie macro immédiatement, en fait. D'accord. Et une fois que tu n'as plus de flou... Tu sais plus ce que c'est. Tu sais plus ce que c'est. Et là, par exemple, si je mets un être humain à côté en petit... Ouais. On a vraiment un monstre. On a vraiment un monstre. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, la réception de ces images, des images de Hooke au XVIIe, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous ceux qui le critiquent le fait qu'on ne reconnaît pas des insectes et qu'on est en face de monstres. Et en fait, d'après eux, c'est la preuve que les instruments optiques de Hooke sont des espèces de machines fausses qui produisent des images fausses. Peut-être on peut faire un dialogue d'images, vu que je t'ai montré mes images. Peut-être que toi, tu as des images à toi. Alors faisons ça, surtout qu'il y a beaucoup d'analogies, de liens, d'échos. Et
quelques moyens techniques quand même en commun avec ce que tu fais. Micrographia, c'est le titre de ce livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les lettres microscopiques. La nature est un livre qu'il faut déchiffrer, qu'il faut apprendre à lire. Et le microscope est l'un des outils qui permet de lire les petites lettres de la nature, les micrographia. Voilà. Et je voulais commencer par te montrer cette image de la tête de la mouche qui est assez fascinante parce qu'en fait, à l'intérieur du livre, quand on tombe sur cette image, on est obligé de déplier une feuille parce que l'image est vraiment très grosse. Et pourquoi on a cette image-là? Parce qu'en fait, on se retrouve face à face avec ce visage de la mouche inconnue. Et le grossissement, non seulement nous fait voir des choses qu'on n'aurait jamais vues, l'énormité de ses yeux, ses petites cornes, la complexité de ses mandibules, mais surtout, c'est une image qui a un effet sur nous, qui est un effet de, j'aimerais dire peut-être, de rencontre de troisième type. On se retrouve littéralement face à face avec un être qu'on n'a jamais vu et qui a à peu près la même grosseur de visage que nous. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette image, c'est qu'en fait, on peut zoomer à l'intérieur. Hooke ne se contente pas de nous donner à voir cet être qu'on n'a jamais vu. Il va encore plus loin, il se rapproche de l'œil et en fait, il essaye de nous montrer ce que la mouche voit. En fait, cette espèce d'étrange petit hexagone, c'est un morceau de l'œil de la mouche que Hooke dessine. Et sur les différentes facettes qu'il a dessinées, on voit le reflet de 2 fenêtres. Ce sont les fenêtres de l'atelier de Hooke. Donc là, il y a quelque chose pour moi vraiment de l'ordre du vertige. C'est-à-dire que c'est en se rapprochant de l'œil, de chaque facette, que brusquement, on se rend compte du type de vision qu'a la mouche. Et surtout, il y a une espèce d'étrange effet d'écho entre l'infiniment petit de l'œil de la mouche et l'infiniment grand de la fenêtre qui renvoie vers l'extérieur. Oui. Voilà, le pouls monstrueux qu'il a vraiment est du côté du monstre. Pourquoi monstre? Parce qu'en effet, c'est monstrueux, mais en même temps, ils sont beaux. Et du coup, dans mon travail, j'essaie de les montrer plutôt de façon magnifiée. Je vais repartir du mot que tu as utilisé, tu as dit magnifier. Et c'est un terme que je trouve très très important parce que magnifier, ça veut dire à la fois grossir en optique, magnificating glasses en anglais, c'est-à-dire des lentilles magnifiantes, grossissantes. Donc magnifier, ça veut dire agrandir au sens technique du terme, et ça veut dire aussi rendre magnifique, évidemment. Et ce qui est très intéressant chez mon auteur fétiche, Hooke, il dit, voilà, moi je vais découvrir un autre monde, découvrir un nouveau monde qui est notre monde, et faire comprendre qu'en fait, ces insectes qu'on ne regarde pas parce que c'est trivial, c'est petit, c'est inintéressant, etc., eh bien en fait, ce sont des merveilles. Et en fait, il utilise dans sa préface ce qu'on pourrait appeler une rhétorique de la merveille, c'est-à-dire qu'il inverse le trivial en magnifique, le petit en grand, le minable en merveilleux. Il le fait vraiment, et il le fait à la fin de cette belle préface où il dit « Et c'est pour ça que je transforme une puce en éléphant, une sauterelle en lion. » Et en fait, il utilise volontairement des animaux merveilleux qu'on vient de découvrir d'ailleurs pendant les grandes découvertes. Tous ces animaux exotiques, extraordinaires, on les a découverts il y a 2 siècles avec Christophe Colomb. Il utilise ces animaux-là, qui sont les animaux nobles, et il explique que ces insectes, grâce à ces instruments optiques, deviennent aussi extraordinaires, aussi merveilleux qu'un lion, un éléphant, et donc les animaux les plus nobles de la création. Et ensuite, moi, ce qui m'a passionnée, c'était de voir que dans la réception des images de Hooke, il y a un nouveau renversement qui est fait. C'est-à-dire que ceux qui critiquent ces images disent « Ah non, mais ce ne sont pas des merveilles, ce sont des monstres. » Et là, le monstre, donc tu vois, premier renversement du trivial aux merveilles et deuxième renversement de la merveille au monstre. Qu'est-ce que c'est qu'un monstre au XVIIe siècle? C'est ce qui sort de la nature. Donc en fait, il y a une définition
philosophique très très précise du monstre. C'est ce qui est pas tout à fait dans les normes normales. Donc par exemple, un enfant à 2 têtes, les monstres et les prodiges font partie des étrangetés de la nature. Ça vient de monstrare, de montrer de ce qui ressort en fait, de ce qui est étrange. Donc il y a tout cet univers au XVIIe siècle scientifique du monstre. On étudie les monstres pour essayer de comprendre les limites aussi du normal et de l'anormal. Mais ce qui est très intéressant dans le cas de Hooke, c'est que une des femmes qui a le plus critiqué Hooke, qui s'appelle Margaret Cavendish, décide qu'elle va reprendre sa rhétorique de la merveille et l'inverser en rhétorique de la monstruosité. Donc systématiquement, dès qu'il dit que tel animal est transformé en magnifique lion, elle va dire non, en fait, c'est un monstre, c'est quelque chose de grotesque. Regardez, les membres sont allongés, les yeux sont globuleux. Et en fait, elle refuse de créditer Hooke d'un travail scientifique. Elle dit que ces lentilles n'agrandissent pas, ne magnifient pas, mais qu'elles déforment. Et ça, c'est un argument très, très important. Est-ce que les lentilles optiques nous permettent d'accéder à une réalité qu'on ne voit pas, ou est-ce qu'elles transforment la réalité? Et tu vois, là, il y a vraiment un débat, qui est un débat très, très important au XVIIe siècle, sur la validité des instruments optiques, sur leur crédibilité. Et ça ne déforme pas forcément? Alors, c'est ça qui est intéressant, et moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est que, oui, la construction de l'image scientifique, et tu l'as très bien montré, suppose de déformer dans une certaine mesure et de recomposer. Et en fait, dans ce débat sur les instruments optiques, il y a 2 visions de la science qui s'opposent. Il y a une vision, je dirais, classique, qui vient d'Aristote, qui est de dire que pour avoir accès à la nature, il faut utiliser nos sens, tels qu'ils sont, tels que le Créateur nous les a donnés, et que la vérité de la nature se trouve directement accessible. Margaret Cavendish, donc cette femme, défend cette idée-là. Et puis ensuite, il y a une nouvelle vision de la science qui est en train de se développer au XVIIe siècle, qui est la conception expérimentale de la science, c'est la naissance de la science moderne, qui dit non, on ne peut pas avoir accès à la réalité à cause en fait d'une faiblesse de nos sens. Donc c'est l'inverse d'Aristote. C'est pas on a accès naturellement, c'est si on veut avoir accès à la réalité du livre du monde, comme il l'appelle, de la création, en fait, il faut absolument utiliser des instruments optiques. C'est ce qu'on appelle aussi un usage prothétique des instruments. C'est-à-dire qu'en fait, les instruments deviennent des prothèses qu'on s'ajoute aux yeux parce que nos yeux sont malades, parce que nos yeux sont faibles, parce que nos yeux sont insuffisants. Et ce qui est très rigolo, c'est que cette femme, ce qui est très amusant, c'est que cette femme, Margaret Cavendish, dit « Mais vous dites qu'il faut rajouter des prothèses aux yeux, mais les yeux humains sont faibles. Si vous rajoutez des prothèses, vous allez que aggraver la faiblesse. Vous allez déformer encore plus. » Donc encore une fois, elle lutte contre cette idée qu'on va compenser la faiblesse des sens. Il y a toute la notion de vérité qui change aussi. Parce que vu qu'on ne peut pas voir ce qu'on voit et tout ce qu'on voit, on doit être, entre guillemets, déformé ou changé pour qu'on puisse le voir. Qu'est-ce qui est vrai, en fait? C'est une image scientifique, en fait, ton image. Et l'image de Hooke aussi, les images de Hooke sont des images scientifiques. Et ce qui est passionnant, c'est de comprendre qu'à cette époque-là, on invente, en fait, l'image scientifique. La science vous donne à voir le vrai. Et en même temps, on est obligé de le construire. Oui. En fait, c'est la naissance de l'objectivité scientifique, de l'objectivité au sens de... On essaye d'enregistrer directement sans le passage par l'humain, ou le moins possible. C'est la naissance de cette idée-là, et en même temps, on se rend bien compte qu'on est obligé de la construire. Et ensuite, là, on est obligé de déplier, donc c'est un facsimilé, donc c'était vraiment comme ça dans le livre d'origine. On a cette fameuse puce. Donc la puce, c'est une espèce de guerrier, elle est comparée à des personnages de l'Antiquité, et surtout, la puce fait l'objet souvent de récits. Elle est réputée pour être très puissante comme animal, très, très forte, très résistante. Et donc, on décrit, par exemple,
qu'on aurait vu une puce capable de traîner un chariot en or. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que Hooke ne cite pas du tout cette référence au chariot d'or. Par contre, il décide, dans la façon dont il va composer son dessin, de renforcer la mythologie guerrière. Oui. C'est-à-dire que la puce devient une espèce de guerrier avec un casque, avec une armure, et il utilise dans son texte la métaphore guerrière, la métaphore militaire, alors même qu'il dit « Non, mais moi, je ne fais pas de la littérature, moi, je ne fais pas de la rhétorique, moi, j'oublie les légendes, moi, je veux faire une réforme totale de la science. » Puisque la science de son époque est encore pleine de cette mythologie, de ces références littéraires et poétiques. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que Hooke, il est entre les deux. Dans mes recherches, j'essaye toujours d'articuler l'histoire littéraire et l'histoire des sciences. C'est de comprendre à quel point la science n'est pas coupée du reste des savoirs. Et surtout, la science de cette époque-là, elle n'est pas coupée de techniques littéraires et de techniques d'écriture. Elle n'est pas simplement une articulation entre l'observation, l'expérimentation et les instruments. Elle est nourrie, en fait, de culture rhétorique, de culture littéraire, de culture poétique, de texte. Et ce qui est très beau, c'est d'essayer de voir comment, tu le dis très bien, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que pour parler de l'inconnu, pour parler de ces nouveaux mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, en fait, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de parler avec la langue de son temps et avec les références de son temps. Et je dirais même plus, c'est justement parce que c'est inconnu, c'est justement parce que c'est inouï, c'est justement parce que c'est inédit, étonnant, extraordinaire, qu'ils ont d'autant plus besoin de faire appel à ces références-là, à ces références esthétiques et culturelles d'une époque. J'en arrive à cette étrange image qui est, toi tu le sais, parce que tu les connais, mais autrement, tu montres ça à quelqu'un, bien sûr, on a l'impression d'avoir affaire à un paysage ou à plutôt une image de plantes ou de fleurs un petit peu étrange, à différents niveaux d'ailleurs d'éclosion. Et Hooke raconte que quand il découvre ça, il est émerveillé par la beauté de ce paysage, alors même que ce qu'il donne à voir, c'est des petites moisissures. Mais il nous manque le mouvement que toi, tu nous donnes à voir, puisque tu nous donnes à voir la moisissure en train de germer, si j'ose dire. Ce dispositif de time-lapse, donc ça me permet de prendre l'évolution d'une fraise qui moisit pendant un temps donné, donc c'est pendant une semaine. Et ça, c'est ce que j'ai filmé du coup la semaine dernière sur ces fraises-là. Et donc, je l'ai laissé pourrir. Je voulais voir comment les moisissures poussent et sur quelle forme elles poussaient, et puis quelle forme elles avaient, etc. Donc j'ai filmé tous les 3 minutes une photo pendant 5 jours. Ce qui est beau, c'est qu'à cette échelle, on dirait une végétation, en fait. Un type de végétation qu'on n'a jamais vu. Et du coup, ça, par exemple, je choisis la cadence de l'image après en post-production. C'est-à-dire que je prends des photos tous les 5 minutes pendant 5 jours, mais ces photos-là, je peux le montrer 1 par seconde ou 10 par seconde. On est à 25 images secondes. Du coup, ces cadences-là, je les choisis moi-même, donc je les fabrique. Et en fait, après, j'ai filmé un mouvement de l'abeille qui vole avec une caméra en ralenti. En fait, elle a un mouvement, une chorégraphie, on pourrait dire, très mammifère. Enfin, il y a quelque chose de... Oui, exactement. Pour moi, ça fait comme un petit... En plus, avec ses petites fourrures, là, elle est incroyable. Je les combine. Donc, ça fait une abeille en ralenti et les moisissures en accéléré qui sont mis dans la même image.
De manière artificielle. De manière totalement recomposée. artificielle. Et cette notion de temporalité n'existe pas, puisqu'il y en a un qui est ralenti et l'autre qui est accéléré. Mais à un moment, on a l'impression que c'est vrai. Et je m'intéresse à pourquoi cette perception, pourquoi on triche et on a l'impression que c'est vrai. Mais moi, j'ai une hypothèse. En fait, ce que tu arrives à faire en ralentissant l'abeille et en accélérant la moisissure, c'est que tu arrives en fait à recréer par analogie des images qu'on connaît. C'est-à-dire que l'abeille ralentie nous fait penser à une espèce d'oiseau, et d'un autre côté, on a l'accélération de la moisissure qui transforme aussi, là on a bien d'ailleurs le passage du trivial à la merveille, qui transforme cette moisissure invisible en un champ de fleurs agité d'un léger tremblement. Et en fait, par un double artifice, tu nous mets dans la position de reconnaître un paysage. Comment on se sert de ce qu'on connaît dans un champ de référence partagé pour parler de ce qu'on ne connaît pas. Et en fait, ce qui est passionnant au XVIIe siècle, c'est qu'ils se rendent compte qu'on est obligé de passer par des images qu'on connaît pour nous faire découvrir ce qu'on ne connaît pas. Donc, le problème de ce passage, la question de ce passage du visible à l'invisible, c'est un problème philosophique. C'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr que ce qu'on a appris de ce qu'on connaît correspond vraiment à l'inconnu. Et en fait, dans le cas de l'infiniment petit, du microscopique, c'est très important parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment de l'invisible, c'est, on pourrait dire, de l'infravisible. C'est-à-dire qu'on est vraiment à la limite de ce qu'on peut percevoir. En fait, tes instruments optiques et techniques, les instruments optiques du XVIIe, ne révèlent pas quelque chose qu'on n'a jamais vu. On a déjà vu de la moisissure sur une fraise, on a déjà vu des abeilles. Mais elles révèlent de l'infravisible, c'est-à-dire ce qui est juste en dessous du seuil de notre perception. Normalement, on est incapable de voir la structure presque, je dirais, comme des fleurs de la moisissure. Normalement, on est incapable de voir le mouvement de l'abeille en train de voler. Et c'est uniquement en distordant le réel qu'en fait, tu arrives à nous le donner à voir. Oh là là. C'est un type de champignon qui se déplace. Enfin, c'est pas des champignons. On en avait parlé. Ah ouais, ça, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Et qui pousse. Oh là là. Ouais. Mais ça pousse en 24 heures. Donc tout ce mouvement, il l'a fait en 24 heures. Moi, je l'ai accéléré. Mais à un moment, je me dis, si je l'accélère à cette vitesse-là, X, on a l'impression que c'est un animal qui existe. Oui. On sait plus dans quel règne on est. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est qu'en fait, il y a l'accélération et le grossissement troublent non seulement notre perception habituelle, mais même notre habitude de classer ce qu'on voit en différents règnes, végétal, animal ou minéral. Et en fait, ça rajoute encore à l'inquiétante étrangeté, parce qu'on ne sait plus vraiment si c'est effectivement un animal qui brusquement devient un végétal, qui à la base était plutôt un fluide. Oui. On est dans le règne de la métamorphose. Oui, ou même aussi trouver d'autres règnes. Ou d'autres règnes, voilà, ou d'autres règnes un peu interrègnes, enfin... On le sait grâce au mouvement. Absolument, voilà. Ça, c'est la dernière image de Hooke que je voulais te montrer. C'est aussi la dernière image... Du livre. Du livre. D'accord. Je le disais, le livre va d'un point, un point fait par un crayon, à un autre point, qui est le point de l'étoile. Donc il y a vraiment du point au point une espèce de parcours des échelles de la nature. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, Hooke, dans cette planche ? Il essaye de prouver la force de ses instruments. Donc il nous a démontré déjà, pendant tout le livre Micrographia, qu'il était capable de nous faire voyager dans une nouvelle terre, dans un nouveau monde, qui est le monde, en fait,
qui nous entourent, mais qu'on n'était pas capable de voir. Mais on est quand même à l'époque de Galilée, on est quand même à l'époque, enfin on est une génération après Galilée, Kepler et la révolution copernicienne. Et donc il dit, mais voilà, moi, Hooke, je peux vous montrer des choses qu'on n'a jamais vues. Et je peux vous les montrer beaucoup mieux que les autres. Et là, il reprend le dessin des Pléiades, qui est l'un des objets célestes que Galilée a décrit. Et au lieu d'en montrer 5 ou 6 comme Galilée, il en montre plusieurs dizaines. Pour montrer à quel point ces instruments optiques à lui sont encore plus forts. D'accord. Donc il y a ça. Et puis, il montre donc dans le coin extérieur gauche un cratère de la Lune. Et là aussi, il montre qu'il est beaucoup plus fort que les autres, parce que les autres, c'est la figure X et Y, ils ont juste réussi à montrer un cratère vague, un petit truc, un petit rond. Et lui, il dit, mais regardez-moi avec mes instruments ce que j'arrive à vous montrer. Et là, il nous montre ça, c'est-à-dire un cratère et d'autres cratères à l'intérieur, un dessin beaucoup plus détaillé. Donc c'est une espèce de démonstration a fortiori du pouvoir de ces instruments optiques. De dire, regardez, je vais plus loin que Galilée, je vais plus loin que Riccioli, je vais plus loin que tous les autres astronomes de mon temps, puisque je vous montre des étoiles qu'on n'a jamais vues, des cratères qu'on n'a jamais vus, et surtout, je suis capable de faire le lien entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est pour ça qu'on va sortir ensuite de notre laboratoire et qu'on va aller voir le planétarium à côté, l'extérieur, et faire ce passage comme Hooke du laboratoire au monde macroscopique et au monde même astronomique. C'est incroyable, je ne savais pas qu'il y avait un planétarium dans ce théâtre. Oui, personne ne le sait. C'est un planétarium secret. Et en fait, le jour où j'ai découvert, je me suis dit que c'était assez extraordinaire qu'il y ait dans un lieu de représentation un autre lieu de représentation. Parce que les planétariums, c'est le lieu populaire par excellence où on diffuse les images de l'espace, les cartes du ciel. Donc il y a toute une histoire des planétariums qui est un petit peu l'histoire du théâtre scientifique, en fait, du théâtre spatial, qui m'intéresse aussi beaucoup pour d'autres raisons. Le XVIIe siècle, c'est aussi l'époque où on se demande comment savoir ce qu'il y a sur les autres planètes. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en général, le questionnement, il est symétrique. Le questionnement sur l'infiniment petit rejoint en fait le questionnement sur l'infiniment grand. C'est-à-dire qu'au moment où Hooke, Descartes, Boyle et les microscopistes du XVIIe siècle découvrent que dans une feuille, par exemple, il y a des centaines de milliers de petits organismes vivants, eh bien, ils se posent la même question pour l'infiniment lointain et pour les planètes. Et en fait, on arrive à une représentation à l'époque où tout est peuplé. L'infiniment petit est peuplé, notre Terre est peuplée, et l'infiniment lointain des autres planètes est peuplé. C'est ce qu'on appelle la théorie de la pluralité des mondes. L'idée, c'est qu'il y a une providence divine qui fait que s'il y a des mondes autres, il faut forcément qu'ils soient peuplés. On ne peut pas avoir des terres vides, en fait. Donc c'est quelque chose qui est très, très fort philosophiquement à la fin du XVIIe siècle. Et ce n'est pas simplement un délire sur les extraterrestres. C'est vraiment, si Dieu est bon, Dieu a créé d'autres planètes comme la Terre, alors il faut forcément que ces planètes soient habitées avec des êtres qui ne vont pas forcément nous ressembler, mais avec des êtres qu'il faut essayer d'imaginer. Et donc l'infiniment petit, là, ressurgit. Parce qu'on se dit, peut-être que ces êtres ressemblent aux étranges monstres minuscules qu'on voit dans l'infiniment petit. Et moi, cette question, en fait, de rendre visible l'invisible, je crois que c'est le lien entre toutes les parties de mes travaux, en fait. Si j'essaye de comprendre un petit peu, de prendre un petit peu de recul sur le fait que je m'intéresse à la fois à la microscopie du XVIIe siècle, à l'astronomie, mais aussi à l'histoire de la fiction, à toutes les techniques fictionnelles, narratives, rhétoriques qu'on a utilisées pour pouvoir raconter l'inouï, en fait, ou imaginer l'inimaginable. Et aujourd'hui,
quand je fais du théâtre, je m'intéresse à des questions très contemporaines, comme comment donner une voix aux océans, aux forêts, comment rendre sensibles les choses qu'on n'arrive pas forcément à capter. En fait, le lien, le point commun de toutes ces activités, qu'il s'agisse de recherche sur le XVIIe siècle ou de théâtre aujourd'hui, c'est vraiment rendre visible l'invisible. Et ça explique pourquoi c'est si important pour moi qu'on fasse cette discussion dans un théâtre. Et dans ce théâtre en particulier, où je suis en résidence depuis 3 ans, au Théâtre des Amandiers, puisqu'en fait, moi j'ai l'impression de poursuivre ma recherche de façon pratique dans les mises en scène que je fais ici. Par exemple, le travail que je fais avec Bruno Latour sur la question de zone critique, en fait, est lié au développement de nouveaux outils pour voir ce qu'on ne voit pas normalement. Et en fait, c'est très proche de ce que je te racontais sur Hooke tout à l'heure, quand je te disais que Hooke, grâce à son microscope, il nous dit « je vais révéler un monde nouveau à vos yeux ». Eh bien, quand Hooke dit ça, il parle pourtant de la Terre qu'on connaît. Et aujourd'hui, l'un des enjeux des scientifiques avec lesquels je travaille, c'est de donner à voir, avec de nouveaux outils, la Terre qu'on connaît. Donc en fait, moi j'ai vraiment l'impression, quand je travaille avec ces scientifiques d'aujourd'hui, de retrouver une motivation qui vient déjà du XVIIe siècle, qui est vraiment, on peut produire de nouvelles images avec de nouveaux outils techniques, comme ceux que tu utilises, mais aussi graphiques, mais aussi des outils artistiques. On peut et il faut produire des nouvelles images pour changer notre vision du monde.